de promouvoir hein, la recherche scientifique dans notre cher royaume. Alors, je vous dis merci pour les efforts, merci pour votre amabilité, merci pour les efforts que vous êtes en train de faire avec les doctorants et avec la communauté scientifique. Alors, la formation d'aujourd'hui, c'est une formation qui va porter ou bien qui est construite, bien organisée sur 4 séances d'à peu près 1h30 approximativement. Donc, c'est une formation qui porte sur le plan de thèse. Alors là, on a décidé de faire cette formation parce que suite à la demande de plusieurs chercheurs, suite à la demande de plusieurs doctorants qui trouvent un peu de difficultés à faire un plan de thèse, donc on a répondu à ça. Et voilà, donc j'espère bien que cette formation sera utile. C'est une occasion pour échanger les informations, c'est une occasion pour apprendre de nouvelles choses, que ce soit pour moi, que ce soit pour vous. Donc, je vais partager avec vous ma modeste expérience sur le domaine. Et bien sûr, on va essayer d'échanger. Alors, j'aimerais bien, avant de commencer, qu'on se mette d'accord sur l'organisation, comment on va faire. Moi, je préfère qu'on fasse des séances interactives. Donc, au fur et à mesure qu'on avance des idées ou bien qu'on discute des idées, j'aimerais bien, s'il y a des choses à dire, s'il y a des remarques peut-être ou bien des questions, de les poser au fur et à mesure. Et je vais demander à l'organisateur ou bien l'organisatrice de la session je ne sais pas, Madame Ikram, est-ce qu'on va, pour les questions, les remarques, est-ce qu'on va les poser sur le chat ou bien on peut activer le micro sans problème? Alors, oui, alors tout d'abord, je tenais à vous remercier d'être avec nous. On est vraiment très honorés de vous avoir avec nous, Madame Rabih, et merci pour votre disponibilité. On sait que ce n'est pas évident de travailler le matin et encore le soir. Alors, merci d'avoir répondu présente et de toujours être généreuse envers les doctorants. Et on est là pour profiter de votre expérience et je sollicite en fait l'ensemble des doctorants de poser le maximum de questions et de profiter de ces 4 séances qui vont être riches et qui vont tout simplement nous aider tous à mieux réaliser notre thèse. Alors, au nom de l'ARCED, au nom de la classe doctorale, le plaisir, Madame. À vous remercier. Oui, allez-y, Madame. Vraiment très heureuse. Alors, pour les questions, moi, je pense comme on est nombreux, ça va être meilleur, en fait, de les poser sur le chat. Comme ça, vous n'allez pas être dérangé et coupé. Et après, quand vous avez un petit moment, vous pouvez à chaque fois demander est-ce qu'il y a des questions et moi, je suis là pour vous aider. Il n'y a pas de problème. Très bien, super. Donc, on fait comme ça. Donc, j'aimerais bien que la séance soit interactive. Donc, au fur et à mesure qu'on discute des idées, on va essayer d'échanger peut-être des expériences, on va essayer de changer des astuces. Je partagerai avec vous quelques astuces que j'ai pu développer au cours de mon parcours. Donc, voilà, je remercie vraiment tout le monde. Je vous remercie d'être nombreux à participer à cette formation. Et je remercie ARCED et je remercie tous les participants. Alors, j'aimerais maintenant partager avec vous ce qu'on a comme présentation. Donc, j'essaierai de partager. Alors. Alors là, la formation, donc, comme on a dit, ça porte sur le plan de thèse, comment on fait un plan de thèse. Mais avant de commencer, j'aimerais vérifier si tout le monde a la présentation devant lui. Est-ce que vous avez la présentation devant vous, s'il vous plaît? Oui, c'est excellent, madame. Oui, madame. Très bien, très bien. Parfait. Oui, madame. Alors, je vais commencer. C'est clair, merci. Alors, je vais commencer tout d'abord par parler pourquoi cette formation. Alors là, on a programmé cette formation parce qu'il y a des choses que le doctorant est en train de vivre, il y a des confusions, il y a des difficultés. Donc, la difficulté ici, donc je veux bien un peu qu'on comprenne pourquoi il y a cette formation.
Donc, toujours, on reçoit des questions, des interrogations, des problèmes. Genre, je suis en deuxième année de thèse. Après plusieurs lectures, je n'arrive toujours pas à faire un plan. Je suis perdue, dispersée. Je ne sais pas si je dois garder le même sujet ou bien je dois le changer. Alors, c'est une difficulté qui يعني, beaucoup de personnes. Madame Rabih, on ne vous entend plus. Votre micro s'est désactivé. Madame Rabih, s'il vous plaît, votre micro il est désactivé. Ah, d'accord. OK. Donc, je vais. C'est bon maintenant? Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Alors, je vais profiter de cette occasion de demander à tout le monde d'éteindre son micro. Et on est là, on est en train de lire votre chat. Donc, si vous avez des questions, vous les posez sur le chat. Comme ça, on n'interrompt pas Madame la professeure. Merci à vous, Madame Zakia. Merci à vous, Madame Ikram, avec plaisir. Alors, je ne sais pas, donc peut-être la première, donc j'ai pas, donc le son a été coupé, donc je suis en train de parler. Je vais reprendre, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas. Okay, je vais reprendre. Merci beaucoup. D'accord, je vais reprendre. Alors, j'étais en train de parler de la difficulté que nous avons ici. Il y a beaucoup de doctorants qui souffrent je dirais, de cette difficulté. Donc, on reçoit des questions, on reçoit des problèmes de ce genre. Donc, je suis en deuxième année de thèse. Après plusieurs lectures, je n'arrive pas toujours à faire un plan. Je suis perdue, je suis dispersée. Je ne sais pas si je dois garder le même sujet ou bien je dois le changer. Donc, beaucoup de questions dans la tête, beaucoup de confusion, beaucoup de doutes. Et alors là, il y a une difficulté. Il y a des sentiments un peu, donc c'est un malaise psychologique, hein. Donc, on souffre de ça. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, c'est pas, il n'y a pas que vous qui souffrent de ça, mais il y a beaucoup de personnes qui sont en train de souffrir de la même difficulté. Donc, lorsqu'on parle d'un doctorant, un doctorant, c'est quelqu'un qui peut avoir une petite famille, ça veut dire un conjoint, des enfants. C'est quelqu'un qui peut avoir également une grande famille, une petite famille, des engagements avec la petite famille, des engagements avec la grande famille. C'est quelqu'un qui peut avoir un travail qui est en train de travailler. Donc, il y a des exigences dans son supérieur hiérarchique qui est toujours en train de lui demander du travail, toujours en train de lui demander des tâches. C'est quelqu'un qui aime se distraire de temps à autre, c'est légitime, hein? On veut s'amuser, Donc, on a beaucoup de tâches à faire. Et maintenant, la question qui se pose, comment je peux pouvoir combiner et faire les deux, hein? Donc, ma vie privée, ma vie professionnelle et la thèse, comment je peux réussir dans les trois. Donc, c'est pour cette raison, on a programmé cette formation, c'est pour un peu soulager ces sentiments un peu négatifs de confusion et de doute qu'un doctorant peut avoir dans une étape ou bien dans une autre étape dans sa vie. Alors, donc ça, c'est le pourquoi de cette formation. Maintenant, comment on va essayer d'aborder cette formation? Là, comment on va faire? Ou bien les objectifs, hein, quels sont les objectifs de cette formation? Ici, j'ai un schéma qui est très expressif pour moi. Le schéma qu'on a devant, ou bien la photo, hein, je parle de la photo. La photo qui est devant vous, c'est une photo qui contient un message. C'est work smarter, not harder. Ça veut dire travailler intelligemment et non pas, je dirais, avec force et not harder. Ça veut dire, donc je dois travailler intelligemment pour avancer. Donc mon travail doit être intelligent et mes méthodes et ce que je fais doit être vraiment intelligent et smart. Donc ici,
Le but, c'est quoi? C'est, bien entendu, de faire une thèse. Donc, on veut faire une thèse, on veut faire aboutir notre travail. C'est la raison pour laquelle on est tous là. Donc, en tant que doctorant, par exemple, je vais aimer achever ma thèse dans de très bonnes conditions, mais avec un minimum de douleur, avec un minimum de sentiments négatifs, avec un minimum de... Il y aura toujours des sentiments négatifs, on est des êtres humains quand même, on n'est pas des machines, mais on cherche le minimum hein, quand même, on cherche le minimum de sentiments négatifs et c'est ça l'objectif. Donc ici, on va essayer de joindre l'utile à l'agréable, on va essayer de travailler intelligemment. Il n'y a pas une solution miracle, mais il y a des, je dirais, des expériences, des choses qu'on est en train de vivre et on partage la best way de faire la chose. Hein. Donc ici, pour parler ou bien pour aborder le plan de thèse, donc on ne peut pas faire un plan de thèse du premier coup ou bien de comme ça. Hein. Il faut des préalables, il faut des prérequis, il faut une organisation, il faut un certain nombre de choses que je dois voir, un certain nombre de choses sur lesquelles je dois décider. Donc ici, il y a plusieurs paramètres qui vont nous permettre de faire un plan de thèse. Donc un plan de thèse pour le faire, je dois voir un peu mes objectifs. Qu'est-ce que je veux? Ce que je suis? Je cherche à faire quoi? Je veux devenir quoi? Pourquoi je fais la thèse? Et c'est des choix que le doctorant doit faire. C'est des choix que le doctorant doit prendre. Donc, je dirais, penser ce que je veux, quels sont mes objectifs. Est-ce que je suis en train d'atteindre ces objectifs, oui ou non? Est-ce qu'il faut les changer? Quelles sont mes motivations? Donc, ici, je vais parler du doctorant, de ses choix surtout et de ses objectifs. Ensuite, il y a un autre paramètre. Je ne suis pas seule à décider. Dans le doctorat, je ne suis pas seule à prendre des décisions, mais je dois prendre des décisions avec mon directeur de thèse. Donc ici, j'ai essayé de parler un peu de la relation entre le doctorant et le directeur de thèse. Donc parfois, la relation, elle est très souple, elle est très aisée. Parfois, la relation, elle est un peu difficile. Bon, si la relation elle est souple, donc c'est ce qu'on cherche tous, c'est ce qu'on veut. Hein. Mais si la relation elle est difficile, il y a toujours des solutions quand même. Hein. Il y a toujours des solutions. Donc on va chercher à voir quelles sont ces solutions qu'on peut faire. Alors, ensuite, on va parler du recueil des données parce que pour faire un plan de thèse, il me faut des données, il me faut des informations. Ici, on va parler de la littérature, de la revue de littérature, on va parler de la collecte des données du terrain, etc. Donc, tout ça, c'est des éléments que je dois trouver ou bien que je vais trouver sur le plan de thèse. Donc, il est très légitime de parler de comment on recueille ces données. Et puis, bien sûr, un plan de thèse pour le faire, je dois choisir un sujet tout d'abord. Un thème et bien sûr une problématique, une question de recherche. Donc, comment je vais choisir le sujet, comment je vais formuler ma problématique de recherche et quels sont les pièges à éviter, hein, parce que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile de choisir un sujet de thèse, ce n'est pas toujours facile de choisir une problématique, comment je vais la formuler, etc. Donc, on va essayer de parler de ça. Et puis, on va un peu parler du format de thèse et du pilotage de la thèse. Donc, tous ces éléments-là, on va essayer de les aborder au fur et à mesure. Et pour chaque élément abordé, j'essaierai de le lier avec le plan de thèse. Par exemple, lorsque je parle du format de la thèse, alors elle a un impact direct sur le plan de thèse que je vais faire. Lorsque je parle de la problématique du sujet, bien sûr, le plan doit refléter le sujet que j'ai choisi. Donc, toujours, je vais essayer de faire la liaison entre ces éléments-là et le plan de thèse, ça veut dire objet de notre formation. Donc, on a dit que l'objectif de cette formation, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Ça veut dire de travailler d'une façon vraiment soulagée, d'être un peu confortable, d'être à l'aise dans notre travail, de travailler intelligemment à un minimum de douleur, avec un minimum de douleur et de stress psychologique. Donc, c'est ce qu'on veut et c'est ce que je souhaite à tout le monde vraiment.
Donc, ça, c'est un peu les objectifs de la formation. Ensuite, là, on a parlé un peu des objectifs. Ça, c'est le plan, ça veut dire les choses dont on va essayer de parler. Hein. Tout d'abord, je vais parler du thésard, je vais parler du doctorant, bien sûr, ses choix, ses réflexions, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, sa vie privée, sa vie professionnelle, ses objectifs. Donc, tout ça, c'est intéressant. On peut pas parler d'un plan de thèse sans parler du doctorant et qu'est-ce qu'il veut. Donc, première chose, c'est l'élément central, hein, parce que c'est le doctorant qui va faire le plan de thèse. Donc, il doit avoir des choix clairs dans la tête. Ensuite, je vais parler du sujet de recherche et de la problématique. Comment on choisit un sujet de recherche qui est bien et comment on formule une problématique de recherche. Donc, ça, c'est le deuxième axe qu'on va essayer de voir. Alors ensuite, je vais parler d'un axe également qui est très important, c'est le pilotage de la thèse. Lorsque je parle du pilotage de la thèse, alors je commence par quoi? La relation avec le directeur, comment elle est, la gestion de mon temps, la gestion de la procrastination. Lorsque je parle de la procrastination, c'est quoi? C'est le fait de remettre les choses pour après. En arabe, c'est at-taswif. Donc, toujours le doctorant, il a cette... je dirais cette attitude de retarder les choses, après je vais faire cette section, après je vais lire, après, et puis ce après-là, donc on ne fait pas grand-chose. Donc ça, c'est une difficulté qui est vraiment commune, donc on va essayer de trouver des solutions en mélangeant côté professionnel avec côté psychologique, parce que faut pas oublier que piloter une thèse, c'est des émotions, c'est des choix, c'est des réflexions, c'est un travail qui doit être, c'est des réflexions qui doivent être dans le cerveau, des choix qu'on doit faire. Et également, c'est une gestion de nos sentiments. Donc, il y a une forte composante psychologique qui doit prendre, ou bien qu'on doit prendre en considération. Après avoir discuté tous ces éléments-là, donc, lorsque je parle du pilotage de la thèse, c'est comment je vais faire le recueil des données. Quelle est la relation que je vais mener avec mon directeur de thèse? Comment je vais gérer mes sentiments? Comment je vais gérer la procrastination? Quelles sont les bonnes idées, ça veut dire les bonnes astuces? Quels sont les conseils qu'on peut avoir à ce niveau-là? Et puis, une fois on a compris tous ces éléments, alors là, je peux passer à la rédaction d'un plan de thèse, ce que je dois faire, les types de plans, comment on lie le plan de thèse avec le sujet, comment le plan de thèse doit être lié avec la problématique, ce que le thésard veut. Alors là, c'est un peu ça ce qu'on va discuter, hein, les points qu'on va discuter. Voilà. Donc, maintenant, j'aimerais vous parler d'une chose qui est très importante. C'est l'objectif du thésard. L'objectif du doctorant, c'est bien évidemment de produire un bloc de papier qu'on appelle une thèse. Donc, je dois produire, je dois mettre en place, je dois, je dirais, préparer ce livre-là qu'on veut préparer. Donc, ici, il ne faut pas oublier ça. Donc, je dois toujours penser à la rédaction, je dois toujours penser à cet objectif-là qui est de faire ce livre-là de thèse et aller vers la soutenance. Ça veut dire l'objectif ultime, c'est soutenir la thèse dans de bonnes conditions. Donc, ça, c'est l'objectif qu'on doit avoir devant les yeux. Ça, c'est mon objectif, c'est de rédiger le livre de thèse et bien sûr, bien le faire et aller vers la soutenance. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des... est-ce que vous êtes en train de me suivre? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? C'est bon, je dois vérifier. C'est bon? Oui, très c'est bien. bon, c'est bon. Oui, c'est parfait. OK. Oui, c'est bon, madame. Alors, maintenant, je vais parler du thésard. Et je vous dis que you can do it. Oui, il y a des... C'est bonbon. Non, bon. S'il vous plaît, merci de désactiver le micro. Très bien. Alors, ici, je vais parler, première chose, qui va nous... ou bien, premier élément, c'est
c'est le pivot de notre plan de thèse, c'est le thésard. Parce que ce thésard, il doit faire un plan de thèse. Pour faire un plan de thèse, on doit parler un peu de ses motivations. Tout d'abord, en tant que thésard, je dois me poser la question suivante. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je fais la thèse? Yani, est-ce que je fais la thèse parce que je veux faire une carrière, je veux faire une carrière d'enseignant-chercheur? Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de doctorants qui veulent devenir enseignants-chercheurs. Oui, c'est un choix qu'on peut avoir. C'est un objectif, c'est une motivation. Donc, je veux devenir enseignant-chercheur. Je dois avoir un doctorat. Donc, je vais faire le doctorat pour devenir enseignant-chercheur. Donc, Hadi, je dois avoir ça dans la tête. Ça veut dire ma motivation, c'est de prendre ou bien d'avoir le doctorat pour postuler au poste d'enseignant-chercheur. Bien. Maintenant, je dois avoir comme objectif, ou je dois penser à quoi? Je dois penser à la chose suivante. Ma thèse sera évaluée par un comité d'évaluation. Le comité d'évaluation, là, les évaluateurs, qu'est-ce qu'ils demandent? Quelles sont les qualités qu'on cherche dans une thèse et comment les évaluateurs évaluent la thèse pour dire que ça, c'est une thèse qui est bien et la candidature, elle est bonne. Donc, là, je dois penser toujours à ce que les évaluateurs à ce qu'il y aura des gens, c'est des évaluateurs qui vont évaluer ma thèse, donc je dois faire les choses dans les bonnes règles de l'art. Il y a également, je peux ne pas avoir comme motivation de devenir un enseignant-chercheur, mais je peux être à l'aise. Je suis en train de travailler maintenant, j'ai un poste qui me plaît, je suis à l'aise dans mon travail, je suis à l'aise dans mon entreprise, mais je veux évoluer quand même. C'est très légitime. On veut tous évoluer. On veut tous faire mieux et faire plus. Hein. C'est très légitime comme ambition. Donc, alors, peut-être je vois que mon travail, bien le travail actuel que je fais, si je fais le doctorat, c'est quelque chose qui va me permettre de monter dans le grade, d'évoluer. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire ou bien comment je vais raisonner? Je vais dire, je dois faire un doctorat, mais c'est quelque chose qui doit être lié à mon travail. C'est quelque chose qui doit un peu être lié aux intérêts de l'entreprise dans laquelle je travaille. Parce que le recruteur, ou là, je dirais l'employeur, il va aimer des gens qui seront là, qui seront efficaces, avec une très bonne formation, avec un doctorat, parce que ça fait du prestige hein, quand même à l'entreprise, hein, d'avoir des docteurs qui travaillent dans l'entreprise, d'avoir une expérience, d'avoir une... Hein, c'est bien pour l'entreprise d'avoir ces profils. Donc, je dois lier un peu la thèse à ce que je fais comme travail. Donc, je dois penser à ça. Et il y a des gens qui ne veulent ni être enseignants-chercheurs, ni évoluer dans le travail, mais ils ont une autre motivation. J'aime la recherche, j'aime étudier, j'aime lire, j'aime découvrir de nouvelles choses. Ben, je peux penser à faire un doctorat. Ça veut dire, ce n'est pas pour évoluer dans le travail, je suis bien, je suis à l'aise dans mon travail. Ce n'est pas pour devenir un enseignant-chercheur, ça ne m'intéresse pas, peut-être. Mais j'aime la science. J'aime faire quelque chose dans la vie. Hein. J'aime laisser une trace. Donc, ici, je parle de faire, donc la motivation peut-être de faire le doctorat juste pour le prestige, pour avoir le titre de docteur, hein, au lieu de la civilité, monsieur, madame, mademoiselle, on remplace ça par la civilité, donc docteur. Okay? Donc ça donne plus de prestige à la personne. Je veux appartenir à la classe des élites, ça peut être une motivation. Et il y a une autre motivation. J'aime bien la science, j'aime étudier, j'aime lire, je suis très passionnée. Hein? Donc, je veux toujours étudier, je veux toujours faire quelque chose. Je vais laisser une trace. Je veux laisser une trace dans cette vie avant de la quitter. Alors, si je veux laisser une trace, alors ce qu'on appelle hein, en arabe, c'est « ilmun yuntafa'u bih ». Donc, lorsque je dis « ilmun yuntafa'u bih », donc on va tous quitter ce monde. Mais il y a des personnes qui pensent comme ça.
Et ils disent que voilà, je dois faire quelque chose dans ma vie, je dois laisser quelque chose. Je sais qu'un jour, je ne serai pas là, mais quand même, je vais laisser je vais laisser des théories, je vais laisser une science, je vais laisser quelque chose utile pour les futures générations. Ça, c'est un objectif, c'est une motivation très noble, c'est merveilleux comme motivation. Donc là, on a parlé de la motivation. Donc, en fonction de votre motivation, vous allez lier votre motivation, ce que vous voulez de la thèse, avec ce que vous devez faire maintenant. Est-ce que je vais faire une thèse en relation avec mon travail? Donc, je dois prendre en compte ce que veut mon employeur. Est-ce que je veux faire une thèse parce que je veux devenir enseignant-chercheur, donc je vais faire la thèse et je sais qu'elle sera évaluée par un comité de recrutement qui demande ceci et cela, ok? Est-ce que pour le prestige, donc la motivation va un peu me diriger, va un peu me dicter la façon de travailler. Je passe maintenant aux tâches. Donc, pour réussir ma thèse, qu'est-ce que je dois faire? Alors, on choisit un directeur de thèse. Donc, normalement, dans les universités marocaines, donc parfois, on a la possibilité de choisir le directeur de thèse. Parfois, on a également, on choisit le thème. Et puis, lorsqu'on choisit le thème, il y a un directeur qui encadre dans ce thème. Donc, je ne choisis pas la personne, mais une fois que je choisis le thème de recherche, on m'affecte à un directeur. Donc ici, c'est relatif à chaque université. On ne peut pas dire qu'on a toujours le choix ou la possibilité de choisir son directeur. Ça dépend de l'université dans laquelle je suis inscrite, ça dépend de le laboratoire de recherche, donc il y a plusieurs paramètres. Alors, je dois bien délimiter le sujet. Plus le sujet il est précis, plus c'est très bien pour moi, plus il est vague, plus je vais un peu me noyer, ça veut dire que je vais avoir des difficultés. J'organise mon temps, surtout avec les préoccupations, avec les tâches, avec beaucoup de travail, la famille, etc. Donc, je dois organiser le temps. Faire preuve de beaucoup de méthodes. Donc, lorsqu'on parle du doctorat aujourd'hui, on parle des méthodes, on parle des outils, on parle des façons de faire la chose, on parle de la méthodologie de recherche, on parle de la gestion bibliographique. Donc ici, je parle de méthode. Donc je ne peux pas dire que moi, je vais faire la thèse comme je veux. Non. Il y a des choses que je dois suivre et ça c'est en fonction de la discipline dans laquelle je suis. D'accord? Donc là, je regarde un peu la discipline, quelles sont les méthodes qui sont utilisées, est-ce que ce sont des méthodes efficaces? Je choisis la méthode. Et bien sûr, ici, je dois dire qu'il y a ARCET qui est à chaque fois en train de proposer des formations. Parfois, on propose des formations en rédaction d'articles scientifiques. Parfois, on a une formation en anglais. On a des formations en gestion de temps. Donc, c'est des formations qui sont vraiment très utiles. Et c'est des formations qui vont vous permettre de réaliser ces tâches, faire preuve de beaucoup de méthodes. Aussi, je dois penser à publier. Et là, c'est un peu le problème de plusieurs personnes, parce qu'aujourd'hui, les universités sont très exigeantes. Ce n'est pas comme avant. Donc, chaque université, elle demande des articles à publier, des revues indexées, des colloques indexés, ainsi de suite. Donc, on a élevé un peu la barre. On a élevé donc par rapport au passé. On n'était pas vraiment, le doctorant n'était pas vraiment obligé de publier beaucoup, mais aujourd'hui, il y a cette obligation dans la majorité des universités marocaines. Et je vois que c'est légitime si on veut que la science se développe, si on veut que le pays se développe. C'est très légitime de demander aux chercheurs de produire. Donc ici, vous devez penser à publier. Et ici, il y a un élément très important. Toujours, c'est quelque chose à laquelle il faut penser sérieusement. C'est construire un réseau. Un réseau qui va me faciliter beaucoup de choses. Un réseau qui va lorsque je rentre en contact avec de nouvelles personnes, il y a toujours une valeur ajoutée de ces personnes dans ma vie et dans ma thèse. Donc, je peux construire un réseau dans un colloque.
je peux avoir des contacts, je peux avoir des cartes visites, je peux demander aux conférenciers de me donner leur carte visite. Je peux également les contacter par la suite. Je peux voir est-ce qu'il y a d'autres doctorants qui travaillent sur la même thématique que moi. Un doctorant qui travaille sur la même thématique que moi, c'est quelqu'un qui va me faciliter la tâche. Peut-être on va échanger les documents, peut-être on va échanger les idées, peut-être on va penser aux problématiques, on va essayer de modifier les problématiques parce que c'est quelqu'un qui comprend dans le domaine dans lequel je suis en train de travailler. C'est toujours utile d'avoir un réseau, c'est toujours utile d'avoir des contacts, c'est vraiment très utile. Donc, pensez à construire un réseau. Et je pense que l'ARCED aujourd'hui, c'est une association qui a pu, ou bien qui a pu permettre aux étudiants de construire un réseau parce qu'on est en contact avec les professeurs, on est en contact avec les doctorants, on est en contact également avec des personnes du milieu professionnel. Donc, parfois, on a des séjours à faire, on a des séjours scientifiques. Parfois, il y a beaucoup de colloques, beaucoup de formations, beaucoup de séjours scientifiques. Donc, on peut profiter de cette occasion pour construire ce réseau. Très important. Alors, ensuite, entretenir une relation régulière avec le directeur de thèse. Oui, je dois entretenir une relation régulière. Et si la relation elle est difficile, il y a toujours des solutions. Hein? On va essayer de parler de ces solutions ici, dans le pilotage de la thèse. Et bien sûr, je dois maintenir le meilleur équilibre entre vie familiale, vie privée et vie professionnelle. Il n'y a pas que le doctorat. Il n'y a pas que le doctorat. Donc, il y a d'autres choses dans la vie auxquelles on doit s'intéresser quand même. Le doctorat, oui, je dois le finir, je dois l'achever, c'est bien. Mais il y a d'autres choses qui sont également importantes que je ne dois pas négliger. Alors, ici, il y a un petit conseil, si vous voulez, ou bien astuce. Donc, une thèse commence par une idée, hein? Sa concrétisation. Donc, lorsque je m'assois et je dis que je dois concrétiser cette idée, je dois rédiger un plan, je dois rédiger la thèse. Alors là, ça commence un peu la difficulté. Ce que je vais faire, je vais lire quoi, quand est-ce, il y a beaucoup de questions qui seront là. Donc, sa concrétisation génère des sentiments de panique, de confusion, d'hésitation, des moments de dépression. On sent qu'on est perdu, on sent qu'on n'avance pas. C'est tout à fait normal. Et on a tous passé par ces moments-là dans la vie. Et toujours, on est en train de passer par ces moments-là. Donc, la vie, c'est comme ça. Donc, vous n'allez pas trouver que le bonheur, que les bonnes choses. Il y a des hauts et des bas, des sentiments positifs, des sentiments négatifs. Mais il faut gérer un peu sa psychologie. Il faut toujours avoir l'énergie positive. Parce que si on a une énergie positive, c'est quelque chose qui me permet d'avancer, de faire mieux. Hein? Donc, toujours, on éloigne les sentiments négatifs de la tête, on éloigne. Je dois gérer les idées que j'ai ici. Les idées que j'ai ici, ça influence un peu la psychologie. Donc, une idée qui n'est pas bien, une idée qui est mauvaise, qui me cause une douleur, je dois un peu l'éloigner, je dois la supprimer, je dois voir comment je vais la gérer. Donc, c'est normal. C'est normal d'avoir des sentiments négatifs et on doit les gérer. D'accord? Donc, ça, c'est pour le thésard. Donc, un bon objectif, je dois fixer des objectifs. Lorsqu'on parle d'un bon objectif, c'est un objectif qui doit être précis. Et lorsque vous allez vous fixer, donc vous devez travailler avec des objectifs quand même, parce qu'il y a un directeur de thèse qui attend. Il y a un directeur de thèse qui dit ça fait 6 mois que vous êtes inscrit en thèse et vous n'avez même pas donné un sujet de thèse. Ça fait 6 mois que vous avez fait l'inscription, mais je ne vois pas de progression. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, là, vous allez lui dire, moi, je ne suis pas convaincue, je suis en train toujours de lire. Non. Alors là, il faut vraiment s'asseoir, donc feuille, stylo, une feuille, un stylo, et puis fixer les objectifs. Donc, pour bien fixer l'objectif, c'est très important de fixer l'objectif. Pourquoi c'est très important? Parce que si je fixe un objectif qui est mauvais, ou bien un objectif qui n'est pas bon, quel est le risque ici? Le risque ici, c'est de ne pas pouvoir atteindre l'objectif. Et lorsque je ne vais pas pouvoir atteindre l'objectif,
je vais essayer, donc ça va se refléter négativement sur ma santé psychologique. Donc, il y aura des remords de conscience. Hein? Pourquoi? Est-ce que je ne suis pas à la hauteur? Est-ce que... Donc, non, il y aura des sentiments négatifs si vous n'arrivez pas. Donc, c'est pas vous qui n'êtes pas à la hauteur, mais c'est l'objectif, il est mal fixé. Donc, je dois toujours, la règle d'or ici, c'est de fixer des petits objectifs, donc d'être avare au niveau des attentes. Le fait de fixer l'objectif suivant. Je dois faire un plan de thèse dans les 3 mois. Je viens de m'inscrire septembre. Mois de septembre, je viens de faire une inscription en doctorat, ou bien au mois d'octobre. Et je veux faire un plan de thèse le mois de janvier. C'est pas possible. Donc, si vous vous fixez un objectif, donc lorsque janvier arrive, il n'y a plus de plan, la revue, il n'y a plus de thème, il n'y a plus de sujet, il n'y a presque rien. Donc, il y aura des sentiments de remords. Est-ce que je ne suis pas à la hauteur? Est-ce que je suis médiocre? Est-ce que... Donc, là, on veut éviter ça. Donc, au niveau des objectifs, l'objectif doit être précis, doit être spécifique. Il y a un mauvais objectif. Il y a un bon objectif. Exemple. Lorsque je parle de mauvais objectif, rédiger la thèse. Bah, rédiger, ouais, on veut tous rédiger la thèse. On veut tous rédiger la thèse, mais c'est pas un bon objectif parce qu'il n'est pas spécifique. Hein. C'est très vague, c'est très flou. C'est pas un bon objectif. Bon objectif, par exemple, rédiger la section 2 sur les types de risques de transport maritime. Ça, c'est juste un exemple. Chacun travaille sur un sujet donné. Mais je précise, je veux rédiger la section telle, avant la date telle. Donc, quantifiable, chiffrable, précis. Donc, l'objectif aussi doit être observable et doit être mesurable. Donc, je n'arrive pas, donc pour fixer un objectif, si je n'arrive pas à le mesurer, donc ce n'est pas un bon objectif. Par exemple, un mauvais objectif, finir la lecture, la revue de littérature. Mais est-ce qu'on peut finir la revue de littérature? Est-ce qu'on peut finir la revue de littérature? Je suis en première année de thèse, ou là, en deuxième année, ou bien en troisième année, ou bien en quatrième année. Est-ce que quelqu'un a fini la revue de littérature? Jamais. Jamais. Il y a toujours de nouvelles choses à lire, de nouvelles choses à consulter, de nouveaux articles qui viennent d'être publiés. Donc, la revue de littérature n'est jamais finie. Donc, ça, c'est un mauvais objectif. Finir la lecture, vous n'allez jamais finir la lecture. Un bon objectif, par exemple, rédiger la section 2 sur les types de risques de transport maritime. Et là, j'ajoute quoi? Alors, la date. Elle est parce que pourquoi je dois avancer, je dois rédiger, je dois sentir que je suis en train d'avancer. Donc, avant le 30 mai, la section 2, je vais essayer que la section 2 soit finie. D'accord? Donc, non, je fixe un objectif qui est très précis et je mets la date. Quand est-ce que je vais atteindre ça? Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a un directeur de thèse à qui je dois rendre des comptes, à qui je dois donner des choses, à qui je dois montrer que je suis en train d'évoluer. Pourquoi tout ça? Parce que l'année prochaine, si je n'avance pas, il ne va pas me signer l'état d'avancement. Donc, chaque année, il y a la réinscription au doctorat. Donc, je dois montrer à ce directeur de thèse que je suis en train d'évoluer. Donc, pour montrer à ce directeur de thèse que je suis en train d'évoluer, donc je dois fixer des objectifs qui sont quand même précis, avec des dates et réalistes. Réaliste, c'est quoi un objectif réaliste? Un objectif qu'on peut atteindre. Donc, il n'est pas réaliste si on ne peut pas atteindre l'objectif. Hein. Donc, si jamais on n'arrive pas à atteindre l'objectif, il faut savoir que c'est pas le problème, ce n'est pas nous, mais le problème, c'est qu'au départ, je n'ai pas bien fixé l'objectif. Donc, je vous ai parlé un peu des objectifs. C'est très important de fixer des objectifs parce que ça permet d'avancer. S'il vous plaît, donc je vais un peu m'arrêter, Chouïa, pour voir est-ce qu'il y a des choses à dire, des questions peut-être, ou là des partages d'expérience, des partages d'expérience. Madame Zekié, si vous voulez, Oui. en fait, on peut ouvrir les questions à condition, on va demander aux participants de lever la main et puis on va demander à chaque fois à quelqu'un d'intervenir. Ok, Si ça très vous va comme ça. Sinon, il y avait une participante qui a dit en fait qu'elle avait beaucoup d'idées, mais qu'elle n'arrivait pas en fait à prioriser en termes d'idées. Voilà.
Et donc, si vous voulez, donc quand vous me dites, je pourrais appeler à chaque fois des participants pour poser leurs questions ou encore pour partager leurs expériences. D'accord. Alors, pour répondre à la question de la doctorante qui a beaucoup d'idées, qui a fait beaucoup de lectures, je vais parler de ça dans la diapositive, je pense, qui va venir, ou bien la diapositive d'Afrique, parce que ça c'est une difficulté qui est commune à la majorité des doctorants. Je lis, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses dans la tête, mais après 7 mois, ou après une année, je constate que j'ai lu, ok, mais où est la thèse? Est-ce qu'il y a... J'ai pas avancé, hein. Et le pire encore, c'est que après une année de lecture, je commence à oublier tout ce que j'ai lu. Alors là, comment faire? Donc, je lis beaucoup d'articles, beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'idées, mais j'ai oublié, hein, j'ai oublié ce que j'ai lu. Donc, comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire? Donc, je vais répondre à ça, mademoiselle, bientôt. Dans la diapositive qui va venir, je vais citer cette difficulté et je vais essayer de répondre à ça. Donc, veuillez rester connecté pour suivre ça. Oui, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou bien d'autres choses à dire, hein, ou bien à partager? On a parlé des objectifs, on a parlé un peu des motivations. Oui, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, s'il y a des choses à dire ou bien des questions à poser. Il y a 3 personnes qui ont levé la main, alors on va donner vous voulez qu'on donne la parole à Selma Mahzoun. Allez-y, madame. Ok. Selma Mahzoun, vous voulez prendre la parole? Alors, 1, 2, 3, on va donner la parole à M. Jawed Ahsad. Monsieur Jawed, vous voulez poser une question? Oui, oui. Allez-y. Ma question, ça concerne le choix du sujet. Lorsque l'université a proposé des axes de recherche, j'ai postulé par un sujet qui a une relation avec un axe. Maintenant, j'ai une confusion. Est-ce que je dois travailler sur le projet que j'ai proposé ou bien sur l'axe qui a été proposé par l'université? Merci. Merci, monsieur, pour votre question. Alors, moi, je vais vous dire une chose. En première année, il y a toujours un sujet parce qu'on doit postuler, on doit avoir un sujet. Je propose là, l'université propose. Moi, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé cette année à l'université. On a créé une nouvelle plateforme numérique, là où c'est une plateforme qui réunit les professeurs et les doctorants. On a demandé aux professeurs de proposer des sujets de thèse, chaque professeur, bien sûr, en fonction de son domaine de compétences, de son domaine de recherche. Donc, les professeurs, ils ont proposé des sujets. Chacun, il a donné 2, 3 sujets, 4 sujets, là où il peut encadrer. Ensuite, le doctorant, il va un peu voir les sujets qui l'intéressent le plus. Donc, il y a le doctorant qui va choisir le sujet et bien sûr, il y a un encadrant qui va encadrer ce sujet-là. La question, est-ce que je maintiens le sujet ou non? Si vous êtes en première année et si vous êtes toujours en train de commencer, toujours en première année, vous voulez commencer, c'est toujours possible de modifier le sujet. Donc, si vous n'êtes pas vraiment très à l'aise avec le sujet, donc c'est une relation avec votre directeur de thèse. Vous lui dites, monsieur ou bien madame, est-ce que je peux modifier le sujet? Et s'il dit oui, c'est OK. S'il refuse, parce qu'il peut refuser. Quand est-ce qu'il peut refuser? Parce que si, par exemple, le sujet que vous proposez, il n'est pas sa spécialité. Donc, s'il n'est pas sa spécialité, il va vous dire, oui, moi je ne vais pas vous bloquer, mais c'est quelque chose que je ne peux pas encadrer, hein. Donc, dans ce cas, oui, il peut refuser le sujet, mais s'il est d'accord, vous pouvez changer le sujet de la première année. Mais deuxième année, changer le sujet, c'est un peu... On va parler de ça. Si je suis en deuxième année, j'ai toujours pas un sujet, j'ai déjà fait un sujet et je veux le changer. On va parler un peu des difficultés, on va parler des astuces, hein.
D'accord. Donc, monsieur Jawed, j'espère bien que j'ai répondu. Si vous êtes en première année, parlez avec le directeur de thèse. Vous lui dites, est-ce qu'on peut changer? S'il dit oui, vous changez. Si vous êtes en première année, c'est toujours facile de changer le thème. Si vous êtes en deuxième année, reste à voir. On va voir ça, on va traiter, on va parler de ces difficultés. Je suis en deuxième année, je veux chercher, je veux changer le thème. Alors, c'est pas toujours évident. Ok, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a 3 personnes encore. Alors, j'appelle Madame Myriam Riyad. Si vous voulez poser votre question, allez-y. Myriam Riyad. Alors, 1, 2, 3. Madame Saïda Filali. Bonsoir tout le monde, bonsoir Ikram, bonsoir Madame Zakia. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous dans la classe doctorale et bien sûr dans la communauté d'ARCED et bienvenue pour les nouveaux doctorants. Alors ma participation sera sur quelques conseils, bien que je suis encore en deuxième année en sciences de l'éducation à l'université Mohammed ibn Abdillah, mais je me permets de passer quelques conseils pour les nouveaux doctorants et pour même les deuxièmes années. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut être motivé. Il faut avoir une motivation. Vraiment, il faut être motivé. Il faut fixer un objectif à atteindre, celui de se tenir un jour, Inch'Allah. Et surtout, éviter les personnes sources d'énergie négative. Parce que parfois, on trouve des gens qui essaient de nous frustrer, de nous désespérer. C'est difficile de faire ça, c'est difficile de faire cela. Mais il faut éviter, il faut être ambitieux, persévérant et éviter surtout les personnes sources d'énergie négative. Deuxième des choses, il faut avoir une bonne relation avec le directeur de la thèse. Ça va vous faciliter la tâche. Parce que le directeur de la thèse, c'est un travail de plus pour lui parce qu'il a sa fonction, il a son boulot, donc il le fait effectivement également pour lui, c'est un choix, mais donc la thèse ou bien l'élaboration de la thèse, c'est un projet personnel du doctorant. Donc, il faut y maintenir, il faut avoir cette relation saine avec le directeur de la thèse. Troisième conseil, ça va concerner un peu tout ce qui est technique. Donc, un conseil pour mes chers collègues, c'est de faire des lectures de ce qu'on appelle donc la recension des écrits ou bien l'état d'art sur des bases de données puissantes et surtout en anglais. Et si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous ne pouvez pas épuiser ou bien faire la lecture des articles en anglais. Vous téléchargez en anglais et vous faites la traduction en français. La première des choses. Deuxième des choses, il faut surtout maîtriser la gestion des références bibliographiques. Il y a des logiciels qui sont gratuits à l'instar de Zotero. Attention au micro, monsieur Anas Chabi. Votre micro. Alors, j'étais en train de parler de la gestion des références bibliographiques, comme j'ai dit à l'instar de Mendeley et de Zotero. Personnellement, j'opte pour Zotero et ça va aider énormément dans la gestion des références bibliographiques. Troisième conseil, try to learn English. L'anglais, bientôt au Maroc, ça va devenir la première langue étrangère, ça c'est sûr. Mais croyez-moi, mes chers collègues, et parallèlement à l'élaboration de votre thèse, essayez d'apprendre l'anglais. On est chanceux d'avoir des cours d'anglais avec l'ARCED, avec la classe doctorale. On a bénéficié bel et bien de l'expérience de plusieurs enseignants-chercheurs universitaires qui font partie de classe doctorale. Merci encore une fois, classe doctorale. Thank you very much, our community. And welcome for the new students or PhD students. Merci encore une fois, Madame Zakia Rabih. Merci mes collègues et merci Ikram pour la modération de cette séance. Et bonne chance tout le monde. Merci Madame Filali pour votre merveilleuse intervention, pour votre partage d'idées. Très bon conseil, c'est des choses vraiment extraordinaires. Merci infiniment.
Alors, Madame Zakia, je vais juste intervenir. Alors, s'il vous plaît, les participants, on a laissé maintenant la box chat pour les questions. Alors, n'ayez pas peur. En fait, quand vous participez à une formation, on comprend que les doctorants ont besoin d'une attestation et donc vous aurez votre attestation. Mais, alors, je vous explique comment ça va se passer. C'est un cours qui est énorme, en fait, qui est important. Et donc, on lui a mis 4 séances. Et donc, à chaque fin de séance, vous allez avoir un lien pour confirmer votre participation. Et je vais vous l'annoncer par micro pour que vous puissiez le remplir et on va vous donner le temps de le remplir. Donc, maintenant, essayez de ne pas remplir la chat box pour qu'on puisse lire les questions. Alors, maintenant, professeur Zakia, j'ai Mohamed Grams qui veut poser une question. Mohamed, vous êtes là? Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Merci la communauté ARCED, merci professeur pour vos partages d'expérience. Ce sera bénéfique, bien sûr. Pour moi, j'ai une question concernant la thématique de recherche, ou plutôt l'intitulé de la thèse. C'est juste une rectification en termes d'une part. Juste une rectification. Ça peut être un changement ou pas. C'est la première question. La deuxième, moi, je suis dans un contexte assez particulier parce que après la mort de mon directeur de thèse, je suis en deuxième année, j'ai en train de chercher à coordonner avec un nouveau directeur. Je voudrais savoir si vous avez des informations concernant la procédure avec laquelle je vais faire à titre administratif, bien sûr, au niveau du CEDOC, en relation avec cette question, si je confirme avec un nouveau directeur de thèse, parce que j'ai contacté un professeur à la faculté, au même laboratoire, là où j'ai inscrit pour le cycle doctoral. Mais la thématique sur laquelle je travaille, c'est tout à fait différent un peu de la spécialité de professeur. Est-ce que ça va poser un problème en termes d'encadrement ou ça peut être une possibilité d'avoir une inscription à titre administratif et de faire coordonner avec un autre spécialiste et avoir un cours d'encadrement, mais à titre à l'amiable, bien sûr, sans avoir une trace administrative, bien sûr. Et merci à vous. Merci, Monsieur Mohamed, pour votre question. Alors, ce que j'ai à vous dire à propos de votre question, c'est donc il y a un incident ici. Il y a un incident, c'est le décès de votre directeur de thèse, donc l'Arhman. C'est toujours possible de dire ça. Je dirais de dire ça donc au directeur de CEDOC. Et je ne pense pas que le CEDOC va vous bloquer parce qu'au départ, vous êtes inscrit, il y a un incident qui est arrivé, il y a toujours des solutions à ça. Pour le thème et pour le nouveau directeur de thèse, est-ce que c'est un contrat entre vous et le directeur de thèse. Donc, si vous voulez un sujet, le sujet il est validé par votre nouveau directeur de thèse, je ne pense pas que le CEDOC il va dire non. Donc, si c'est OK pour le directeur de thèse sur l'encadrement du sujet que vous avez proposé, il suffit d'écrire une demande. Donc, une demande, c'est quoi? C'est objet de la demande, c'est changement du titre du sujet et changement du directeur de thèse par cause. Ça veut dire la cause. Il faut dire la cause la demande que vous allez adresser le CEDOC. Donc, dans la demande, vous allez tout dire. Donc, vous allez parler de l'incident, vous allez parler de la volonté de modifier le thème et vous allez parler du nouveau directeur de thèse. Mais ceci, vous allez le faire après avoir discuté avec votre nouveau directeur de thèse. Donc, vous êtes d'accord, lui, il est d'accord, faites la demande et allez au CEDOC. Donc, ça, c'est la réponse que je peux vous dire, Monsieur Mohamed, et je vous souhaite toute la bonne chance avec votre nouveau sujet de thèse, votre directeur. Merci beaucoup. Merci.
Je pense, Madame Ikram, si on peut arrêter un peu les questions pour avancer au niveau de ma présentation. Oui, c'est vous qui décidez, professeur. Oui, donc on laisse un peu les questions, si vous voulez, à la fin. Je sais qu'il y a beaucoup de questions de la part des doctorants et j'ai prévu ça dans ma présentation. Donc, on va discuter ça au fur et à mesure. En tout cas, il y a beaucoup de… Je ne sais pas par où commencer parce que c'est voilà, c'est le lot des débutants. Voilà, je ne sais pas par où commencer. J'ai plein d'idées. Ça tourne autour… En fait, ça tourne autour du pot, comme on dit. Et donc, voilà, c'est vraiment l'indécision, la peur. C'est pour ça que vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'émotions dans l'histoire au début. Et donc, justement, cette formation, c'est pour aider à éviter tout cela, voilà, à clarifier Bien en fait. évidemment, j'espère qu'elle vous sera utile. Hein. Ça sera utile à tout le monde. On était en train de parler des objectifs. Maintenant, je vais parler un peu du choix du format de la thèse. C'est très important. Donc, par exemple, lorsque je parle du Maroc ou bien lorsque je parle de la France, donc tous les systèmes, les pays qui ont un système français, il y a deux types de thèses qui sont en train de circuler aujourd'hui. Il y a la thèse classique, c'est la thèse qu'on connaît tous. Il y a un sujet, il y a une problématique et il y a des méthodes, une méthodologie de recherche que je vais suivre et je vais essayer d'élaborer la thèse en suivant une certaine méthodologie de recherche et en essayant de répondre à cette problématique. Donc ça, c'est la thèse classique. Le nombre de pages. Alors, beaucoup de doctorants posent cette question. Combien de pages je vais faire dans ma thèse? Alors là, ça dépend. La réponse est la suivante. Ça dépend des disciplines. Ça dépend des disciplines. J'ai un exemple. Si je prends la discipline sciences économiques et gestion, l'habitude ou bien la norme, si vous voulez, on ne dépasse pas 300 pages. Auparavant, c'était 400, c'était 500. Maintenant, aujourd'hui, on ne dépasse pas 300 pages. Donc, ça, je parle de la discipline, tout ce qui est sciences économiques, sciences sociales, sciences de gestion. Donc, dans les disciplines scientifiques, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins de pages. Donc, lorsque je parle des mathématiques, des sciences exactes, etc., donc je ne suis pas obligée de faire une thèse en 300 pages. Donc, lorsque je parle de sciences économiques, gestion, lorsque je parle des sciences sociales, du droit, des sciences juridiques, etc., donc, ce qui est un peu ce qui se fait actuellement, c'est on ne dépasse pas 300. Donc ici, je dois vous dire que la thèse, la valeur d'une thèse, c'est dans le contenu et non pas dans le volume. Prendre l'avis de votre directeur de thèse sur le nombre désiré de pages. Donc généralement, on ne dépasse pas 300 parce que aujourd'hui, on a une réalité. Il y a une concentration importante des thèses sur un nombre réduit d'évaluateurs. Donc, vous êtes en train de faire une thèse pour que votre thèse soit lue. Vous voulez que votre thèse soit lue. Elle sera lue tout d'abord par votre directeur de thèse, et puis elle sera lue par le comité de soutenance, ou bien par le jury de soutenance, par les rapporteurs. Donc ici, je vais vous dire une chose. Est-ce qu'un rapporteur, elle va lire une thèse de 400 ou bien 500 pages? Je vous assure qu'on ne lit pas. On ne lit pas. On peut lire 80%, on peut lire 70%, mais lire une thèse de 500 pages de A à Z, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Donc, l'essentiel pour moi, c'est que la thèse soit lue. C'est pour cette raison que je fais tout ce travail-là. C'est le lecteur, c'est lui qui va lire, celui qui va lire votre thèse. Mais si votre thèse elle contient beaucoup de pages, est-ce qu'il y aura des personnes qui vont lire avec toutes ces préoccupations? Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, lorsque je parle des évaluateurs, lorsque je parle du directeur de thèse, il y a beaucoup de thèses qu'on doit évaluer. Il y a beaucoup de rapports qu'on doit écrire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lit un peu l'introduction, on lit la méthodologie, on lit la problématique, on lit un peu le plan de thèse. Est-ce qu'il est bien fait? Est-ce que le plan de thèse reflète la problématique? Et le plan de thèse doit être parlant. Donc, lorsque je parle d'un plan de thèse qui est parlant, les titres, je dois les choisir minutieusement. On va voir ça. Le plan doit être parlant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit de lire un peu le plan que vous avez fait pour comprendre votre thèse est en train de tourner autour de quoi? Votre problématique, c'est quoi?
Donc, il y a peu de temps aujourd'hui, les gens sont très occupés, il y a une concentration de thèses sur un nombre minimum ou bien sur un minimum d'évaluateurs, on doit toujours faire des rapports, on n'a pas le temps, on a des soutenances, on a des cours à assurer, on a de la recherche à faire. Cherchez à ce que votre thèse soit très brève, très précise et concise. Moi, je dis que le contenu, c'est ce qui intéresse le plus. Donc, trop de pages, trop de contenu, c'est pas vraiment. Donc, allez droit au but, allez droit à la relation entre un paramètre et un autre paramètre. Allez droit à ce que vous voulez démontrer. Donc, droit au but. Pas trop de choses à dire, pas trop de contenu, pas trop de littérature. Il y a une autre thèse aujourd'hui qui est très demandée. C'est la thèse, je ne vais pas dire très demandée, mais le contexte actuel nous oblige à prendre en considération cette nouvelle donnée. C'est la thèse sur travaux. Donc, c'est quoi une thèse sur travaux tout d'abord? C'est la juxtaposition d'un ensemble d'éléments. Donc, il y a un ensemble d'éléments que je vais mettre l'un à côté de l'autre. Des autres, hein, l'un à côté de l'autre. Donc, 1, 2, 3, 4 éléments. Je vais essayer de les juxtaposer, de les coller avec un lien logique. Donc, on doit avoir un lien logique quand même. Hein, on ne va pas mettre les choses comme ça. Donc, ici, je parle des articles. Et lorsque je parle des articles, aujourd'hui, il y a les directeurs de thèse qui vous demandent de faire des articles. Alors, si vous êtes en train de faire des articles qui sont en relation avec votre sujet de thèse, qui sont en relation avec votre doctorat, là, vous êtes en train de faire une thèse sur travaux. Thèse sur travaux. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser les articles que vous êtes en train d'écrire. Et je dis aujourd'hui, les directeurs de thèse sont en train de demander de la production scientifique. Ce n'est pas uniquement le directeur de thèse, c'est les universités, c'est les CEDOC. Et le directeur de thèse, il est en train d'appliquer une démarche du pays. Il est en train d'appliquer une vision du pays. C'est développer la recherche scientifique. Le pays, il veut développer la recherche scientifique. Pour arriver à ça, pour arriver à développer la recherche, il y a des choses à faire. Parmi ces choses à faire, c'est la production scientifique. Ça veut dire chaque doctorant, il doit publier des articles. Et bien sûr, la publication peut se faire dans plusieurs revues. Cherchez à publier dans des revues à comité de lecture. Et pourquoi pas viser l'indexation? Pourquoi pas? Donc, c'est très difficile de publier. C'est pas facile. C'est pas évident, c'est pas facile. Mais c'est possible quand même. C'est possible. Donc, bien sûr, il y a des formations sur comment rédiger un article scientifique pour qu'il soit publié dans une revue indexée. Il y a des formations à ARCET sur ça. Donc, il faut les suivre. Donc, ici, j'ai 3-4 articles qui seront soumis à des revues ou bien qui seront soumis à des colloques, des conférences. C'est une thèse qui favorise plus la production scientifique. Au bout de la thèse, je vais me retrouver avec 4 ou bien 5 articles. Ben, c'est bien, j'ai produit des choses, je suis en train de faire la thèse et en même temps, j'ai pu j'ai pu publier des articles. C'est bien pour moi. Ici, je veux parler de la progression dans le domaine de recherche c'est très important. J'évolue dans ce que je suis en train de faire, dans la recherche que je suis en train de faire. Vous savez grâce à quoi je suis en train d'évoluer? Je suis en train d'évoluer grâce aux commentaires et grâce aux remarques que les évaluateurs font pour évaluer mon article ou là pour évaluer ma communication. Donc, pas mal de fois, vous avez postulé à un colloque. Lorsqu'on postule à un colloque, on vous donne des remarques. On vous donne des remarques, on vous donne pourquoi ça a été refusé avec des remarques ou bien pourquoi ça a été accepté. Donc, on bénéficie de ces remarques gratuitement. Gratuitement, d'accord? J'ai le droit d'avoir des remarques qui vont me permettre d'avancer, de faire avancer les choses. Donc, j'évolue grâce aux commentaires des évaluateurs, grâce à un article que j'ai soumis. N'oubliez pas que l'article, c'est dans le sujet de votre thèse. J'ai soumis l'article à une revue. La revue a fait une évaluation grâce à un comité scientifique d'évaluation. On vous a livré des remarques et ce sont des remarques qui vont vous permettre d'évaluer et de changer un peu les choses. C'est très intéressant. Alors, s'il y a une faille au niveau de la méthodologie, on va vous dire ça dans ces remarques. Hein. Donc, maintenant,
Il y a une chose à dire. Lorsque je fais des articles, un article, généralement, c'est un papier qui ne dépasse pas 25 pages, d'habitude, avec les, je dirais, revues de littérature, problématiques, revues de littérature, méthodologie, discussion, résultats et discussion. Donc, le tout, ça ne dépasse pas 25 pages. OK. Est-ce qu'on développe une méthodologie vraiment très poussée dans les articles? Non. Dans la thèse classique, oui. Dans la thèse classique, on prend notre temps à développer les choses, on prend notre temps à développer une méthodologie. Mais dans les articles, puisqu'on doit le faire maximum 25 pages, je ne peux pas développer une méthodologie de recherche assez poussée comme dans la thèse classique. Donc ça, je pense, c'est une faille. C'est une faille de la thèse sur travaux. Donc la méthodologie n'est pas bien très développée comme la thèse classique. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer d'introduire un chapitre méthodologique. Donc la faille, je vais essayer de pallier à cette faille. Je vais essayer de pallier à cet écart entre la thèse sur travaux et la thèse classique. Donc si le côté méthodologique fait défaut, ou là il est un peu, il y a un manque dans la méthodologie, donc je peux insérer un chapitre méthodologique si je veux toujours faire une thèse sur travaux. Alors, il y a une grande difficulté ici lorsque je décide de faire une thèse sur travaux. Yani, publier les articles, et les articles que j'ai publiés vont composer la thèse. Je ne peux pas revenir en arrière. Par exemple, j'ai publié un article en 2022. J'ai publié un article en 2022 et la thèse, elle sera soutenue, ou là, la thèse, je vais la finir en 2025 ou la 2024. Est-ce que je pourrais revenir en arrière pour modifier un article qui a été publié en 2022? Donc ça, c'est un peu la difficulté qu'on a sur la thèse sur travaux. Ça fait les articles, ils sont publiés. Et parfois, lorsqu'on avance dans la recherche, lorsqu'on avance dans, lorsqu'on avance dans la lecture, dans la recherche, on s'aperçoit qu'il y a des choses que j'ai faites, mais je peux faire mieux. Je peux faire mieux, donc j'ai besoin de corriger ce que j'ai fait. Est-ce que c'est toujours possible de corriger avec les travaux publiés? Ici, si je veux corriger sur les travaux publiés, il faut le dire dans la thèse. Il faut le dire. Il faut le démontrer. Il faut dire pourquoi on a changé notre argument. Parce que la thèse, c'est un ensemble d'arguments. J'ai fait ça parce que j'ai choisi ça et j'ai limité mon sujet à ça parce que. Donc, toujours, c'est des choix à faire et toujours, je dois argumenter mon choix. Donc, avec des articles déjà publiés 2 années avant ou bien 1 année avant, c'est un peu difficile. Donc, ça, c'est un peu la difficulté que nous avons ici. Alors, ici, on a un petit conseil, ce qui est en bleu ici. Quels que soient vos objectifs, format choisi, sujet choisi, plan choisi, la thèse doit être vraiment bien faite. Pourquoi elle doit être vraiment bien faite? Parce que c'est ça, la thèse, elle va rester pour les générations futures. La thèse, c'est un document qui sera consulté dans les bibliothèques des universités. La thèse, c'est un document qui sera consulté dans les bibliothèques nationales. On va trouver votre thèse. Il y aura votre nom. Il y aura votre image. Il y aura votre votre histoire scientifique. Donc, je dois veiller à ce que la thèse soit bonne. Soit bonne. Et ici, pourquoi je dis soit bonne et je ne dis pas soit perfect. Parce que aujourd'hui, la perfection n'est pas dans ce monde. La perfection n'est pas dans ce monde. On s'améliore, on cherche à faire de bonnes choses, on cherche à faire des choses de qualité, mais est-ce qu'on cherche la perfection? Donc, celui qui cherche la perfection toujours va toujours être fatigué, il ne va pas atteindre en fin de compte la perfection. Il y aura toujours la fatigue parce que je suis perfectionniste. Je vais toujours me fatiguer, mais est-ce que je suis toujours être vraiment parfaite? Non, non. Donc là, on améliore, on fait les choses avec une bonne qualité, mais il ne faut pas tomber dans le piège de chercher toujours la perfection. Donc ici, l'idée, c'est que
donc veillez à ce que la thèse soit bonne parce que c'est votre histoire scientifique et parce qu'elle va rester toujours, tant qu'on est en vie, il y aura toujours un travail avec votre nom. Donc, cherchez à bien faire les choses. Donc, on a parlé du format de la thèse. Maintenant, les soutiens au thésard. C'est quoi les soutiens au thésard? Ça, c'est quelque chose... j'ai vu que c'est quelque chose qui est très important lorsque je parle des soutiens au thésard. Yani, si on veut parler du thésard, quelle est la chose qu'on peut faire pour... et cette chose-là, elle va l'aider. Donc, il y a des séminaires de recherche. Donc, vous appartenez à des laboratoires de recherche et à chaque fois, le directeur de CEDOC ou bien le directeur du laboratoire, il vous invite à un séminaire doctoral. D'accord? Donc, ce séminaire doctoral, il est très important. Pourquoi il est très important? Parce que il est compté comme... vous avez les 200 heures, hein, les 200 heures de formation. Les fameuses 200 heures que le doctorant aujourd'hui cherche à avoir toutes les méthodes possibles. Hein? Les heures. C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. Hein? C'est bien, on veut encourager les doctorants, on veut encourager les formations, on veut faire mieux. Donc, c'est très, très légitime de faire ça. Donc, c'est une occasion d'assister. Donc, on assiste au séminaire doctoral. Donc, c'est une occasion pour, je dirais, avoir une attestation ou bien le cacher sur le carnet de doctorat. Hein. Alors, ici, dans ce séminaire, je vais essayer de présenter. Présenter. Pourquoi présenter? Pour vivre l'expérience. N'attendez pas de faire une présentation jusqu'à la date de votre soutenance de thèse. Non. Entrez dans le bain. Présentez. On vous a dit de présenter. Faites un travail. Cherchez à le présenter. Vivez le trac. Vivez ces sentiments. Il faut les vivre. Parce que vous allez les vivre un jour. Il vaut mieux s'entraîner aujourd'hui dans les séminaires, dans les colloques, dans les... Hein, je m'entraîne. Je m'entraîne à gérer le trac. Je m'entraîne à gérer stress. Hein, je m'entraîne à gérer la timidité, hein, l'angoisse, tout ça. Je m'entraîne à le gérer. Donc, faites votre présentation en bonne et due forme. Parlez devant le public. Ça, c'est dans les séminaires de doctorat. Et ici, soyez sûr que vous allez prendre des conseils, que vous allez avoir des critiques. On ne va pas vous jeter des fleurs, toujours. On ne jette pas des fleurs. Donc, il faut s'attendre à des remarques, il faut s'attendre à des critiques. Et je dois avoir l'esprit sportif. Hein. Je ne suis pas vraiment, hein, pourquoi il m'a dit ça, pourquoi... Hein. Donc, on va pas vraiment... On doit dépasser ce stade. Hein. Une critique constructive, c'est quelque chose qui va me permettre d'évoluer. Donc, c'est une occasion pour enrichir les connaissances, les méthodes, les problématiques. Aussi, c'est une occasion pour s'entraîner. Aussi, je dois faire un contact avec les autres chercheurs. Donc, lorsque je dis les contacts avec les autres chercheurs, je peux les contacter dans un colloque. On peut se rencontrer dans un séjour scientifique. On peut se rencontrer dans un colloque. On peut se rencontrer dans une manifestation scientifique quelque part. Alors, je contacte les chercheurs, peut-être je vais trouver... Il y a les groupes également. Donc, je contacte les chercheurs, j'essaye de voir est-ce que c'est... un chercheur travaille dans le même domaine que moi, je vais bénéficier de son expérience, je vais voir un peu les difficultés et je peux, si je suis en train de faire un questionnaire, je peux lui donner le questionnaire pour faire un pré-test. Ma vision, ce n'est pas la même chose que la vision de l'autre. Peut-être que je ne vois pas des choses. Si je donne mon questionnaire à quelqu'un d'autre, va me dire, mais cette question, elle est un peu floue, précisez plus. Cette question n'est pas bien formulée, reformulée. Donc, je reçois gratuitement des remarques qui vont me permettre d'évoluer. Troisième élément qui va m'aider, c'est tout ce qui est publication et communication. Ça aide beaucoup. Ça permet d'écrire, ça développe le style d'écriture. Hein. Je reçois gratuitement les commentaires. Je partage, donc je peux faire des recherches. Ça, c'est très intéressant aujourd'hui. Lorsque je travaille seule, je ne peux pas évoluer au même rythme que si je travaille en groupe.
C'est pour cette raison, aujourd'hui, on voit des articles, on voit des communications avec 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. D'accord? Parce que ça, c'est une chose qui a été démontrée. La réalité le dit aujourd'hui. Lorsque je veux faire les choses uniquement moi, seule, toute seule, je n'avance pas au même rythme que si je fais les articles, si je fais les recherches, si je fais les communications avec d'autres personnes. Bien sûr, il faut choisir les bonnes personnes, ok? Parce que les choses ne se passent toujours comme on veut, donc il vaut mieux choisir un bon groupe, une bonne équipe dans laquelle on va évoluer ensemble. Donc, dans ces séminaires, dans ces colloques, dans ces publications, etc., vous allez avoir des remarques. Donc ici, le conseil que je peux vous donner à ce niveau, c'est de ne pas sentir qu'on est attaqué. Et ça veut dire quoi, ne pas sentir qu'on est attaqué? Je dois recevoir, je dois être humble, je dois recevoir les remarques avec beaucoup de modestie, avec beaucoup ça veut dire les esprits, hein, esprit ouvert, esprit sportif si vous voulez. Hein. Je ne dois pas être vraiment dérangée ou bien gênée si quelqu'un me dit que votre méthode n'est pas du tout correcte. Ou bien si un collègue à moi me dit écoutez, ce que vous avez fait, c'est une calamité. Il ne faut pas le dire de cette façon, je suis d'accord avec vous. Et il faut utiliser les bonnes manières, hein, donc il faut avoir les bonnes manières. Mais je dois voir ça comme une chose qui va me permettre d'évoluer. Donc, il ne faut pas être sur la défensive. Il ne faut pas être sur la défensive, ça veut dire être un peu obstiné. Donc, je reçois la remarque, ok, on remercie les gens, je vais voir comment je peux modifier peut-être le travail. Je prends la remarque, je reçois la remarque, je prends le conseil, je le reçois. Je le fais tourner dans ma tête. Est-ce que c'est bien de faire ça ou bien c'est pas bien pour moi? Je ne sais pas. Si c'est bien, bien sûr, je vais changer ma thèse parce que mon but, c'est de l'amélioration continue. Je discute la remarque ou là, je discute avec la critique ou bien la remarque. Je la discute avec mon directeur de thèse. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, madame, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce qu'on peut changer la problématique ou bien la préciser plus? Est-ce qu'on peut modifier un peu le sujet? Est-ce qu'on peut changer un peu la méthode? Donc ça, c'est des remarques que je reçois dans les séminaires, dans les colloques, lorsque je travaille avec les autres chercheurs, que je parle. Donc non, il y a une chose très importante. Le fait d'être renfermé, le fait d'être seul, c'est pas vraiment bénéfique pour vous. C'est pas vraiment intéressant pour vous. Plus on s'ouvre, plus le réseau augmente, plus les partages d'expériences, et ça là, plus j'avance avec un rythme qui est bien, qui est satisfaisant. Donc voilà, donc j'ai parlé un peu des soucis en thésard, je ne les ai pas encore finis. Il y a toujours séminaire de l'école doctorale, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Hein. On est dans une école doctorale, on est à ARCET et on est en train d'échanger des expériences, d'échanger des informations. Et il y aura une attestation qui va vous permettre de construire également votre dossier et de faire les 200 heures qu'on vous demande. D'accord? Donc là, c'est acquérir de compétences complémentaires sur des domaines très spécifiques. Donc, vous remarquez qu'il y a des formations en plan de thèse, vous remarquez qu'il y a des formations en English, hein, English Communication, il y a des formations je dirais, en rédaction d'articles scientifiques, il y a des formations en gestion bibliographique, les logiciels qu'on utilise, c'est très bénéfique pour vous. Hein. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important que je dois prendre en considération, c'est si je travaille, je vais voir est-ce que l'employeur est en train de me soutenir parce que faire aboutir une thèse, c'est quelque chose qui est vraiment très importante. C'est quelque chose qui est vraiment l'objectif de tout le monde. Hein. On est ici pour faire aboutir une thèse. Il n'y a que c'est ça l'objectif. Donc, la majorité, ou une bonne partie, je ne vais pas dire la majorité, mais une bonne partie des doctorants aujourd'hui sont insérés soit dans des universités ou bien dans des écoles. Moi, je vais parler de ça. Donc, après le master, il y a des professeurs qui nous disent, mais venez, vous pouvez faire des cours avec nous.
Donc, une bonne partie des doctorants, elle est insérée soit dans des universités avec des contrats, hein, soit dans des écoles. Donc, là, le soutien de l'employeur, c'est quoi? Si vous arrivez à négocier, donc ça se négocie d'une façon très souple, d'une façon très fluide. Vous pouvez dire, montrer l'intérêt. Donc, je suis en année finale de thèse, je dois me concentrer un peu sur la rédaction, etc. Est-ce qu'on peut m'alléger au niveau du service d'enseignement? Je peux demander ça donc, gentiment à mon supérieur hiérarchique, ou bien je peux prendre un congé pour recherche. Pourquoi pas? Ici, il faut montrer, ou là, il faut comprendre une chose, c'est que l'intérêt que la thèse se termine pour consolider l'équipe pédagogique et pour participer au flux futur de publication. Donc, n'oubliez pas qu'un chercheur, un docteur, il appartient à un établissement. Et lorsque le docteur fait des publications, soutient une thèse, alors le docteur, il est en train d'évoluer. Son établissement, il est en train d'évoluer. Donc, l'école ou bien l'université est en train d'évoluer grâce à la publication des doctorants, grâce à la soutenance des docteurs. Il y a une équipe qui est bien, il y a une équipe de docteurs, il y a un prestige hein, de l'école ou bien de l'université. Donc, même l'école ou bien l'université, votre université d'accueil doit sentir ça. Donc, c'est pour cette raison qu'on demande de soutien. Parfois, si on a besoin vraiment du temps, on peut voir comment on va t'en faire. Et ici, je vais parler d'un soutien très important, très important. C'est la famille et l'entourage. Donc là, lorsqu'on parle des doctorants, il y a doctorants célibataires encore, single. il y a aussi il y a des personnes mariées. Il y a des personnes aussi mariées avec des enfants. Donc parfois, on a la responsabilité de la petite famille. On a des engagements envers la grande famille. Et on a des engagements envers la petite famille. Donc le conjoint, la famille, l'entourage doivent adhérer à votre projet parce que le doctorat, c'est un projet et j'ai besoin de ces personnes-là, ils doivent adhérer. Donc, il y a des moments, des sentiments de doute, stress, angoisse, parce que je n'ai pas pu atteindre les objectifs, parce que je les ai mal fixés. Hein. Je n'ai pas pu les atteindre parce que je les ai mal fixés. C'est ça, parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas compétent. Non, c'est parce que vous avez mal fixé les objectifs. Donc, il y a des périodes de stress, de doute qu'on est en train de vivre. Et ces périodes de stress, ils ont un effet négatif sur notre vie privée. À chaque fois que quelqu'un me parle, moindre chose, je deviens en colère, je me mets en colère rapidement. Alors là, c'est des effets négatifs sur la vie du couple, sur les enfants, etc. Aussi, je dois organiser la répartition des tâches. Si j'ai une petite famille, il y a un conjoint qui travaille, moi je travaille, il y a le conjoint qui travaille, il y a des enfants. Bien sûr, vous comprenez de quoi je parle, les familles, hein, les petites familles que nous avons ici. Vous comprenez qu'on a des enfants, il y a des devoirs, il y a des... récupérer les enfants de l'école, il y a le ménage, parfois l'assistante ménagère n'est pas là, donc on doit faire le ménage nous-mêmes. Donc là, c'est des choses, il faut s'organiser dans la vie. Sinon, ça va créer des problèmes. Et lorsqu'il y a des problèmes, la thèse, elle est à côté. Je ne me concentre pas sur la thèse. Donc là, je suis en train de m'éloigner de mes objectifs. Donc ici, on a besoin de quoi? On a besoin d'un soutien logistique. C'est quoi le soutien logistique? Je dois terminer, par exemple, ma thèse. Je demande au conjoint de m'aider un peu sur récupération des enfants, sur côté ménage, sur côté devoir des enfants. C'est ce qu'on appelle le soutien logistique. On en a besoin. Il y a le soutien moral. Le soutien moral, c'est minimum de problèmes, minimum de tensions négatives, minimum de sentiments négatifs. Donc ça, c'est la psychologie, c'est le moral. Hein. On en a besoin. On en a besoin. Donc, si j'arrive à combiner les deux, soutien logistique, soutien moral, alors là, c'est une garantie. Pas une garantie, il n'y a pas de garantie dans la vie. Hein. Mais c'est quelque chose de bien. C'est le confort, c'est plus de confort et plus de sécurité. Donc, juste pour vous dire que la thèse, c'est quelque chose qu'on fait en commun. D'accord? Donc, ne pas décider seul. Donc, l'entourage et le couple auront aussi à vivre la thèse.
Alors, toujours dans la partie du thésard, je vais terminer cet axe et puis on va se libérer. Et donc, je suis toujours dans la partie du thésard, et vous. Maintenant, je vais un peu parler des choses psychologiques qu'on est tous en train de vivre, psychologiquement parlant. Should be writing, I should be writing. Je suis en train de manger avec les gens, je suis en train de prendre des repas entre amis ou là, des repas avec la famille et je suis en train d'essayer de dormir. Je suis toujours en train de penser à la rédaction de la thèse, à l'avancement. Je dois avancer, je dois écrire. Donc, je mange, je réfléchis à la thèse. Je dors, je réfléchis à la thèse. Je suis en route vers mon travail. Je suis en train de réfléchir à la thèse. Alors, je suis devant mon PC. احنا خرجنا استقلنا عشان يضربوا بالتراب Alors là, c'est donc, s'il vous plaît, c'est juste pour vous dire que c'est une idée qui le micro, s'il vous plaît. Attention à votre micro, s'il vous plaît. Ok. Alors, psychologiquement parlant, qu'est-ce que je dois faire? Ou bien des conseils pratiques. Je dois lire et écrire en même temps. Essayez de lire et d'écrire en même temps. Et là, je vais répondre à la question de mademoiselle de tout à l'heure. J'ai lu beaucoup, il y a beaucoup d'idées dans la tête, mais je n'arrive toujours pas à faire un plan de thèse. Je n'arrive toujours pas à cerner le sujet, à travailler. Donc, ici, le petit conseil que je peux vous donner, mademoiselle, que je te donne au doctorant, c'est d'essayer de faire des lectures, mais essayez de prendre des notes. Juste, je ne vais pas dire des fiches de lecture. Je ne dis pas des fiches de lecture, mais essayez de faire quelque chose, de rédiger, d'écrire quelque chose. Ça va vous donner le sentiment que vous êtes en train d'avancer. Donc, vous aurez le sentiment que j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Hein. Donc, avec le sentiment, on en a besoin pour qu'on soit rassuré, pour sentir qu'on est en train de faire quelque chose, pour sentir qu'on est en train d'évoluer. Donc, lire et écrire en même temps. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, je dois vous dire que il y aura des périodes que vous devez définir juste pour la lecture et pour l'organisation des idées et pour la prise de notes. C'est très important, la prise de notes. Donc, les gens qui sont à l'aise avec les papiers, vous pouvez prendre des notes avec les papiers. Les gens qui sont à l'aise avec l'ordinateur, avec taper, donc c'est à vous de voir dans la façon dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Bien. Ensuite, je dois définir des périodes de rédaction. Donc, je m'assois et j'essaye de rédiger, j'essaye d'écrire quelque chose. Si j'arrive à bloquer 1 heure par jour ou bien 2 heures par jour, juste pour l'écriture, pour la rédaction, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose et ça va me permettre d'évoluer et de progresser. Maintenant, lorsque je vais bloquer ce temps, c'est un rendez-vous avec vous-même. Ça veut dire, je vais me mettre d'accord avec le conjoint, je vais lui dire, écoutez, vous vous occupez cette petite heure, vous pouvez vous occuper des enfants, vous pouvez vous occuper des tâches que nous avons. J'ai choisi 1 heure, 1h30, donc ça dépend de ce que j'ai comme tâche, ça dépend de ma vie, comment elle est, ça dépend de ce que j'aime. Est-ce que j'aime travailler le matin? Un bonne heure le matin, de bonne heure, ou bien j'aimerais bien travailler la nuit. Donc, ça dépend de ce que je veux, moi, ça dépend de ce que je suis. Il y a des gens qui aiment travailler tôt le matin, il y a des gens qui aiment travailler tôt la nuit. Choisissez le créneau horaire dans lequel vous êtes plus à l'aise. Donc, 2 heures par jour. Et ne pas, s'il vous plaît, attendre le dimanche ou bien samedi. Ne pas attendre les vacances, ne pas attendre un jour là où vous serez libre. Parce que lorsque le dimanche arrive, lorsque le week-end arrive, il y aura toujours millions de choses à faire. Il y aura toujours millions de choses à faire. Donc, veillez à ce que cette rédaction et cet avancement dans la thèse soit régulier. Petit et régulier. Il y a un adage en arabe qu'on dit. En arabe dialectal, on dit quoi? On dit قليل ومداوم أحسن من كتير ومقطوع. Ça veut dire des périodes de temps, 1 heure, 1h30, chaque jour, à part les week-ends, chaque jour, une période de temps, le matin, la nuit, donc le temps qui m'arrange, le créneau qui m'arrange le plus.
Et je dois être très concentrée. Ça veut dire je ne dois pas regarder les emails ou là, je ne dois pas consulter Facebook ou bien je ne dois pas préparer du thé ou bien préparer du café dans cette 1 heure ou bien cette heure, ces 2 heures. Donc, je dois être vraiment concentrée avec ce que je fais. Donc, c'est très important. C'est très important de faire des petites périodes, bloquer des petites périodes régulières. Et c'est très important de vivre, je dirais, les vacances. Ça veut dire, je vois mal que je vais aller en vacances de prendre avec moi le PC. Non, je ne fais pas ça. Les vacances, c'est les vacances. Ça fait. Je dois me reposer parce que c'est un temps dans lequel je vais essayer de récupérer. C'est un temps dans lequel j'essaierai de me ressourcer, j'essaierai de renouveler les énergies. Donc, si je prends mon PC alors que je suis dans une période de vacances, je ne fais pas bien mes vacances et je ne suis pas en train d'avancer dans la recherche. Donc, donc, vous voulez travailler lundi, vendredi, 1h30, 2 heures par jour, le créneau que vous voulez, avec une concentration 100%. Donc, pas des tâches en parallèle. Je me concentre sur la thèse, sur la rédaction. Et le week-end, allez vivre tout ce que vous voulez, distraction que vous voulez, parce qu'on veut se ressourcer, on veut renouveler les énergies. Okay? Donc, psychologiquement parlant aussi, ça c'est la difficulté qui a été soulevée tout à l'heure par monsieur. Comment lire et rédiger en même temps alors qu'au départ, on est dans le chaos, le désordre, des idées confuses, pas de plan. Je vais faire quoi? Alors, donc là, pour les étudiants de la première année, hein, les étudiants des autres années, vous pouvez fermer les yeux. Donc, moi, ce que je vois, c'est quelque chose que j'aimerais bien vous dire. On est en première année, lisez tout d'abord, lisez. Lire tout d'abord, premier mois, deuxième mois, 3 mois, 4 mois, ok. Construire des idées sur le thème. Faut pas tarder, mais faut pas prendre 1 année de lecture. Voilà, c'est un piège. C'est un piège également que j'ai vécu moi-même. On dit toujours première année, c'est la revue de littérature, c'est la lecture. Deuxième année, c'est l'étude de terrain. Troisième année, je dirais, c'est la construction de la thèse, c'est la rédaction, c'est les résultats et tout. Mais qui a dit ça, hein? Est-ce qu'il y a une règle qui dit que première année, c'est obligatoirement, c'est uniquement revue de littérature? Non. Donc, non, le problème ou bien le pire, c'est quand on est en train de lire, ouvrages, articles, etc. Si je ne prends pas des notes, je vais tout oublier ou bien je vais oublier le maximum de ce que j'ai lu et je vais avoir également des sentiments négatifs. Je ne suis pas en train d'avancer, hein. Donc, non, ne pas tarder dans la lecture. On ne va jamais finir de lire. Il y a toujours une revue de littérature, il y a toujours des choses à lire dans le thème. Donc, ça devient une procrastination. Donc, lorsque je parle de la procrastination, à Tseswif, je remets les choses à plus tard. 1 année passe et je n'ai rien fait et je n'ai même pas écrit une idée sur le thème. Alors là, c'est écrire et chercher à rédiger en même temps, et plutôt lire et chercher à rédiger en même temps, lire et chercher à prendre quelques idées de ce qu'on a lu comme trace. Donc, j'ai lu un article, 2, 3 idées. Il faut prendre 2 ou 3 idées de cet article. J'ai lu un ouvrage, je vais aller directement. Je ne suis pas obligée de faire des fiches de lecture, hein. Je vais tarder si je fais chaque ouvrage lu, je vais faire des fiches de lecture. Non. Ouvrage, je vais aller directement au sommaire, je vais aller directement au chapitre qui m'intéresse dans cet ouvrage et je vais dire que ouvrage tel, chapitre tel, idée telle. C'est suffisant si je fais ça. Ouvrage, j'écris le titre de l'ouvrage, j'écris le titre du chapitre de l'ouvrage qui m'intéresse et j'écris l'idée. Ça, c'est la revue de littérature que je vais faire. L'article, la même chose. Quel article, quelle idée? Et ça, je lis toujours avec le thème de recherche, avec le plan de thèse. Ensuite, après ces plusieurs lectures, je commence un peu à préciser le sujet, je commence à comprendre la problématique. C'est à partir de ce moment-là que je vais revenir aux ouvrages que j'ai lus. Alors là, je vais trouver une base, je vais trouver des traces, je vais trouver des choses que j'ai déjà notées. Donc, je peux revenir facilement à ce que j'ai lu. Et comme ça, c'est une méthode pour ne pas sentir qu'on est perdu dans cette première année. Donc, toujours des traces, je laisse des traces. Je lis, oui, et je laisse des traces. Comme ça, je vais toujours me rappeler de ce que j'ai lu. Bien. Donc, le temps est rapidement passé.
j'ai fini la première partie sur le thésard, sur vous-même. Il y a toujours la séance prochaine, Inch'Allah, on va voir, on va discuter du sujet de thèse et de la problématique. Sujet de thèse, ça veut dire comment on choisit le sujet, quelles sont les difficultés, etc. Il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui vont aimer changer le sujet. Est-ce que c'est une bonne solution, oui ou non? C'est ce qu'on va voir. Est-ce que je change le sujet ou est-ce que je change le directeur de thèse? Comment je vais choisir le sujet? Comment je vais faire, etc. Donc, c'est ce qu'on va discuter, Inch'Allah, la séance prochaine. Mais avant de se libérer, j'aimerais bien voir s'il y a des questions avant qu'on se libère. Merci beaucoup, Madame Rabih. C'était vraiment très enrichissant et puis c'était proche de tous les doctorants parce que voilà, vous avez donné des exemples concrets que nous avons vécus et que la majorité vivent encore maintenant. Et surtout, vous avez été très proche des premières années et deuxième années. Alors moi, je vais juste dire certaines questions que j'ai eues tout à l'heure dans le chat. Bon, il y en a certaines sur lesquelles vous venez de répondre. Alors, en fait, j'ai la question de quand est-ce qu'il faut-il commencer en fait, quand est-ce qu'il faut avoir ce plan de thèse. J'ai la question de quand est-ce que je dois commencer à élaborer la revue de littérature. Et si je suis en première année et que je suis en train d'élaborer cette revue de littérature et qu'en même temps, je fais mes fiches de lecture, est-ce que je suis sur la bonne voie? Et j'ai une autre question qui dit en fait que moi, je suis en deuxième année, mais que je n'ai pas encore de sujet et que je travaille sur beaucoup de choses. Est-ce que ça va me poser un problème? Ben oui, ça va poser un problème parce que voilà, tu gaspilles ton énergie tout simplement. Alors, j'ai une autre question qui dit que je fixe mes objectifs, je fais ma to-do list, mais je n'applique rien. Voilà, je n'arrive pas à appliquer. Et puis voilà, quand est-ce que vraiment il faut avoir ce plan de thèse? Et en gros, c'est ça. Voilà, certaines questions, en fait, pour ceux qui demandent pour le résumé, il y avait la réponse. Et pour la co-tutelle, il fallait juste sur en fait, la page YouTube d'Arcel, vous allez trouver plein de formations et plein de réponses à vos questions. Alors, merci beaucoup, Madame Rabih. C'est très enrichissant. Je vous donne la parole pour répondre aux questions. Merci, Madame Ikram. Merci à vous. Merci à vos interactions qui me font vraiment plaisir. Merci à vos remerciements que je vois dans le chat. C'est vraiment ça me fait vraiment plaisir. Alors, je réponds à la question de quand est-ce qu'il faut avoir un plan de thèse? Quand est-ce qu'il faut faire un plan de thèse? On ne peut pas faire un plan de thèse dès la première année. C'est très difficile un peu. Donc là, je dirais, on essaye. Donc, durant les 6 premiers mois. Les 6 premiers mois, c'est pas vraiment une minorité de personnes font un plan de thèse durant. Non. Donc, l'habitude, c'est que le plan de thèse il commence à être clair. Donc, je peux faire un essai que je vais essayer je peux faire un essai. Donc, comment je vais faire cet essai? Je vais prendre un bout de papier et je vais écrire des idées. Juste écrire. Il faut juste commencer. Donc, écrire des idées et essayer, donc, les idées, ils ne sont pas encore organisées. Étape suivante, organiser les idées. Étape suivante, organiser les idées par bloc. Ça veut dire quoi, organiser les idées par bloc? Ça veut dire, après, dans le troisième, lorsqu'on va voir pilotage de la thèse, on va voir une partie sur le recueil des données. Ça veut dire comment on va collecter les données et comment je vais faire et s'il y a des outils pratiques qui vont me permettre de collecter les données, ce qu'on va voir après. Alors, ici, je collecte les idées, je les mets. L'essentiel, c'est d'écrire les idées. OK. Je commence également, je continue la lecture et je regarde est-ce que c'est toujours... donc, cette lecture que je fais, je la lis avec le plan. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Plusieurs personnes, la majorité des personnes n'ont pas un plan de thèse première année. J'aimerais juste vous rassurer. Première année, on essaie de lire et d'écrire. On lit, on écrit. Okay? On cerne, on précise le sujet plus. On précise la problématique. On précise
Donc, lecture, précision, séminaire doctoral, publication, communication, etc. C'est ça la première année. C'est très rare d'avoir un plan de thèse en première année. Donc, il y a des gens qui peuvent l'avoir, mais c'est très rare. Et ne vous inquiétez pas si vous avez un plan de thèse, vous n'avez pas un plan de thèse en première année. D'accord? Donc, ça, c'est question par rapport au plan de thèse. Deuxièmement, est-ce que je suis en train de collecter les données? Est-ce qu'il y a une bonne méthode? Oui, on va parler de la méthode. Comment on va chercher? Comment ne pas perdre beaucoup de temps dans la lecture? Dans la lecture, parce que je suis en train de lire, c'est bien, je m'amuse, donc je renforce ma culture générale, je fais la musculation de mon cerveau. C'est la lecture, c'est très bien de lire. Mais je ne dois pas tomber dans le piège de lire et ne pas avancer dans la rédaction. Ça, c'est un piège, parce que je dois faire le document de thèse, je dois faire le livre. Donc, le livre, si je ne rédige pas, je ne vais pas le faire. Donc, lire et écrire en même temps. Ça, c'est vraiment la règle. Lire et écrire parce que je dois avancer. Lire sans écrire, vous êtes en train... Donc, vous avez le sentiment que vous êtes en train d'avancer, mais vous n'avancez pas vu votre objectif de thèse. Vous renforcez votre cerveau, oui, mais je dirais, vous n'avancez pas au niveau de la thèse. Donc, ça, c'est... Je ne sais pas, Madame Ikram, est-ce qu'il y a une autre question à laquelle je n'ai pas répondu, peut-être? Alors, il y avait en fait, entre autres, si Uh-huh. je rédige, c'est que je suis sur la bonne voie. Il y avait, en fait, je fais ma revue de littérature. Est-ce que je dois l'arrêter pour aller dans la phase empirique ou est-ce que je peux aller quand même sans avoir terminé ma revue de littérature dans la phase empirique? Ok. Voilà. Ok. La réponse que je vais vous donner ici, on ne termine jamais la revue de littérature. Impossible. Impossible de terminer une revue de littérature. Et si vous attendez à ce que cette revue de littérature soit terminée, alors je vous garantis que la thèse ne va pas être terminée. Alors, pourquoi la revue de littérature n'est jamais terminée? Parce qu'il y a toujours des articles qui apparaissent dans votre sujet et des articles que vous allez chercher à lire. Il y a toujours des ouvrages qui apparaissent dans votre sujet, des ouvrages que vous allez essayer de lire. Donc, est-ce que même si je suis en année finale, ça veut dire le lendemain, c'est ma soutenance, ou bien le lendemain, je dois déposer la thèse, alors il y a toujours des choses que je n'ai pas encore lues. Donc, revue terminée, vous la fixez comme objectif de terminer une revue de littérature, c'est de l'Eldorado, c'est un objectif qui n'est pas réaliste. Alors là, j'étais en train de parler des objectifs. Finir la revue de littérature est un objectif qui n'est pas réaliste parce qu'elle ne sera jamais finie. Donc, toujours, je fais ma revue de littérature, je peux faire les deux en parallèle. L'étude de terrain, la collecte des données, les interviews avec les gens, les questionnaires, les premiers questionnaires, les premiers interviews pour voir un peu ce qui se passe sur le terrain, pour voir un peu ce qui se passe dans la revue de littérature. Je fais les deux. Il n'y a pas une règle qui nous dit la première année, je dois faire revue de littérature, deuxième année, je dois faire pratique, étude de terrain, troisième année, je dois rédiger. Non, il n'y a pas une règle qui dit ça. Faites tout en parallèle, c'est mieux. Tout en parallèle, c'est mieux parce que la revue de littérature, vous n'allez jamais la finir. J'espère que j'ai répondu à la majorité des questions. J'espère que cette formation a été utile. Il y a toujours des choses, il y a encore des conseils à dire, des conseils à partager, comment choisir un sujet de thèse, comment bien écrire et bien formuler la problématique, comment rendre votre sujet intéressant, comment faire du marketing à votre sujet de thèse, comment bâtir votre plan de thèse pour qu'il soit le plus attractif possible, parce qu'on doit faire le marketing à notre thèse, parce que je dois postuler un job. Je veux être enseignant ou bien je veux monter dans le grade ou bien. Alors, ma thèse doit être vraiment très attractive. Donc, c'est du marketing. Donc, comment on va faire ça? Un bon sujet de thèse, une bonne problématique, comment je vais collecter les données, les difficultés, les sentiments psychologiques qui sont à l'intérieur. C'est des choses qu'on va toujours voir dans les 3 autres séances qui restent. Donc, c'était un plaisir pour moi de partager ce moment agréable avec vous. Je tiens à remercier infiniment Monsieur Slimane Bourkadi, Madame... احنا اللي غنشكرك يا استاذه احنا اللي نشكرك ميرسي Madame بوكو Ikram et tous
Merci beaucoup. toute l'équipe de ARCED pour le travail vraiment merveilleux que vous êtes en train de faire et pour la recherche scientifique. On veut que notre pays se développe. On veut que le Maroc se développe. Et on est dans la bonne voie. Et, alhamdoulilah, il y a des associations qui sont là pour réaliser cet objectif noble, hein, de se développer, de développer notre cher pays, le Maroc, et de soutenir la recherche scientifique au Maroc. Donc, merci ARCED, merci à tout le monde, merci à l'audience pour le fait d'être là et pour votre merveilleuse interaction. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, le vendredi prochain pour voir sujet de thèse problématique. On fait comment? OK? Merci Donc, beaucoup, professeur Rabih. Tout le monde a été très content, c'était agréable. En fait, on n'a pas senti le temps passer. Et merci moi aussi, je ne l'ai pas senti. C'était merveilleux. C'était un bon moment d'échange et de partage. Et puis, on va apprendre encore plus sur l'importance en fait de baliser notre sujet de recherche pour ne pas se perdre, pour, comme vous avez dit, pour travailler intelligemment, parce que voilà, il faut que l'énergie soit concentrée pour donner mieux, pour travailler mieux. Et puis aussi pour savoir se vendre et pour avoir un sujet, comme on dit, n'est-ce pas? Exact. Oui, c'est ce qu'on veut. Et puis un résultat.